L'Antarctique est un lieu qui fascine. Situé dans l'hémisphère sud, c'est le continent le plus inaccessible du globe, mais c'est aussi le plus froid, le plus sec, le plus venteux. La plus basse température jamais mesurée à la surface de la Terre est de -89,3 degrés. C'est assez dingue. Elle a été enregistrée sur la base russe de Vostok. La vitesse du vent est également impressionnante. Au niveau de la base française du Mont d'Urville, des rafales de vent ont atteint les 320 km/h. L'Antarctique est un continent de 14 millions de km², soit plus de 20 fois la France. Le continent est composé de 3 régions, l'Antarctique de l'Est, l'Antarctique de l'Ouest. Ces 2 régions sont séparées par la chaîne de montagnes transantarctique. Et enfin, il y a la péninsule, où nous nous rendrons dans le cadre du projet Antarctique 2 degrés. Contrairement à l'Arctique, qui est constitué d'un océan entouré par les continents, l'Antarctique est un continent qui est entouré par un océan. Il y a donc un socle rocheux sous la calotte de l'Antarctique. Même si l'Antarctique est un continent lointain, la recherche que l'on y fait est essentielle et traite de sujets qui nous concernent tous. Dans cette vidéo, je vous présente les principales raisons qui nous poussent à aller faire de la recherche en Antarctique. Notre vision du monde est souvent conditionnée par les cartes que nous regardons. La plupart des planisphères que l'on a chez soi représentent le pays d'où l'on vient, en général là où la carte a été conçue, au centre du monde. Qu'elles soient centrées sur l'Europe, l'Asie ou l'Amérique, les projections déforment les pôles. Voici quelques projections classiques de la Terre où on voit que l'Antarctique est complètement disproportionnée. Mais changer de carte, c'est aussi changer sa vision du monde. Est-ce que vous connaissez cette projection ? Il s'agit de la projection de Spielhaus. Elle représente la planète sous forme d'un océan unique avec l'Antarctique en son centre. C'est d'ailleurs une des rares projections qui représente l'Antarctique dans les bonnes proportions, même si elle déforme un peu les autres continents. Elle illustre assez bien l'isolement de l'Antarctique du reste du monde par l'océan. En fait, ce continent est tellement isolé qu'il est resté longtemps inconnu des hommes. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez quand a été découverte la planète Mercure ? C'était en 1631 par l'astronome français Gassendi. Maintenant, est-ce que vous savez quand a été aperçue l'Antarctique pour la première fois ? En 1819 par le capitaine britannique William Smith, soit 200 ans après la découverte de Mercure. C'est assez incroyable de se dire qu'on a découvert une planète à 92 millions de kilomètres de la Terre, 200 ans plus tôt qu'un continent qui représente 10% de la surface des terres émergées et qui est plus grand que l'Europe. En fait, les Grecs anciens avaient déjà imaginé l'existence d'un continent au sud du globe qui ferait contrepoids avec l'Arctique. C'est de là qu'est née l'idée du continent Antarcticos opposé à l'Arctique. Un continent peuplé d'êtres antipodes qui avaient la tête en bas, isolé du reste du monde par des océans peuplés de monstres. À défaut d'avoir découvert ces créatures mythiques, nous savons que ce continent est entouré par l'océan austral, où les vagues et les vents atteignent des intensités rarement égalées sur le globe. C'est la région des 40e rugissants, des 50e hurlants et des 60e déferlants. À ces latitudes, les icebergs sont très fréquents et la navigation ainsi que les études scientifiques sont donc particulièrement difficiles. Même si l'Antarctique et la région australe sont des lieux en apparence presque hors du monde, ils jouent un rôle fondamental dans notre compréhension du fonctionnement de notre planète. Regardons par exemple l'océan austral. Dans ces eaux circule d'ouest en est le courant circumpolaire antarctique. Ce courant est fondamental pour la circulation océanique car il connecte l'ensemble des océans sur Terre. Et c'est assez visible sur la projection de Spielhaus que je vous ai montrée tout à l'heure. Pourtant, il s'agit du courant que l'on connaît le moins bien. L'océan austral est un océan très froid. Or, une eau froide absorbe beaucoup plus de carbone qu'une eau chaude. Cet océan joue donc le rôle d'une véritable pompe à carbone atmosphérique. On comprend alors facilement pourquoi son rôle est indispensable dans l'étude de notre système climatique. Regardons maintenant le continent antarctique. Ce territoire est recouvert à 98% par une calotte de glace, ce qui représente 30 millions de kilomètres cubes de glace. En d'autres termes, 70% de l'eau douce présente sur Terre se trouve en Antarctique. Si l'Antarctique venait à fondre complètement, cela représenterait une hausse du niveau moyen des mers de presque 60 mètres. La liste d'exemples est encore longue, mais on comprend rapidement pourquoi l'étude de ce continent est si importante.
Que ce soit en biologie, en chimie, en géosciences, en sociologie ou autre, l'Antarctique est aujourd'hui un véritable écosystème de recherche que je vais essayer d'illustrer par quelques exemples. Pour comprendre l'évolution des climats passés, les scientifiques utilisent ce qu'on appelle des proxys ou des marqueurs climatiques. Un des proxys utilisés par les glaciologues est la composition des bulles d'air prisonnières des carottes de glace. La calotte antarctique est la plus épaisse du monde, elle atteint par endroits plus de 4000 mètres d'épaisseur. C'est une véritable bibliothèque sur l'histoire du climat. Une des histoires les plus incroyables à ce sujet, c'est celle de la base de Vostok. En pleine guerre froide, des scientifiques russes, américains et français ont collaboré au sein de la base russe qui est vraiment perdue au milieu de l'Antarctique, à plus de 1400 km de tout point de ravitaillement. Dans des conditions extrêmes, les occupants de la base ont réussi à forer jusqu'à 3000 mètres de profondeur pour comprendre 400 000 ans de climatologie de l'Antarctique. Les résultats qu'ils ont trouvés ont donné lieu à un article dans la célèbre revue Nature en 1999 et ont aidé à comprendre que l'homme était responsable de l'accélération du changement climatique ces dernières années. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande d'ailleurs le livre de Jean-Robert Petit, Vostok, le dernier secret de l'Antarctique, qui est juste passionnant. En plus du défi scientifique hors norme, l'aventure humaine est juste incroyable. L'Antarctique, c'est également une biodiversité unique et absolument fascinante. Elle se concentre principalement sur les côtes et dans l'océan. À l'origine de la chaîne alimentaire se trouvent le krill et les planctons, qui sont très présents dans les eaux polaires. L'océan austral abrite également quelques centaines d'espèces de poissons. On retrouve notamment le Champsocephalus gunnari, appelé aussi poisson des glaces, qui présente des caractéristiques tout à fait étonnantes. Il est notamment capable de sécréter dans son sang des protéines antigel qui empêchent la formation des cristaux de glace. Ça lui évite de se transformer en bloc de glace, ce qui est assez pratique. La végétation en Antarctique est assez pauvre. Ce sont principalement des lichens, des mousses et des microalgues. On a bien sûr des mammifères comme les baleines, les orques, les phoques ou les otaries. Et enfin viennent les oiseaux. Il existe une quarantaine d'espèces dans la région australe, et parmi elles, les manchots. Il en existe 4 espèces en Antarctique. Les manchots papous, les manchots à jugulaire, les manchots adélie et les manchots empereurs. Étudier et comprendre cette biodiversité qui est adaptée à des conditions de vie extrêmes est absolument captivant. Je vais vous raconter une histoire assez dingue. Certaines études pensent avoir trouvé la vie dans des conditions encore plus extrêmes. Sous la station de Vostok, dont je parlais juste avant, on a découvert un immense lac à 3700 mètres de profondeur sous la glace. Ce lac est isolé de l'atmosphère depuis plus d'1 million d'années. L'eau, qui a une température de moins 2,5 degrés, est maintenue sous forme liquide grâce à la pression des 4000 mètres de glace. L'eau est très pure, mais devinez ce que les scientifiques pensent avoir trouvé. Des signatures d'ADN de bactéries thermophiles, c'est-à-dire de bactéries qui se développent habituellement dans des eaux chaudes. On pense avoir trouvé des traces de bactéries qui se développent normalement dans des eaux comprises entre 50 et 95 degrés Celsius sous l'Antarctique. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable pour comprendre la présence de ces bactéries repose sur la présence de failles volcaniques actives sous le lac. En profondeur, la chaleur qui augmente de 30 degrés par kilomètre pourrait permettre aux bactéries de se développer dans de l'eau chaude. Lors de séismes, le contenu biologique et minéral des failles serait alors expulsé dans le lac. Je trouve que cette histoire est complètement incroyable. Dans l'étude du climat, il est utile de comprendre que le changement climatique va impacter toute cette biodiversité, que ce soit en modifiant le contenu microbien de l'océan austral ou en perturbant les zones de nidation des manchots à cause de la montée du niveau des eaux. Mais cette biodiversité amoindrie va à son tour impacter le climat, car dans l'océan austral, les micro-organismes contribuent à absorber du CO2 présent dans l'atmosphère. On cherche donc aujourd'hui à mieux comprendre ces mécanismes. Parmi les nombreuses conséquences que peut engendrer le changement climatique à l'échelle de la planète, la hausse du niveau des mers est un enjeu majeur. 2 processus interviennent principalement. La dilatation thermique, c'est-à-dire que l'eau chaude à l'état liquide occupe un plus grand volume que l'eau froide, et le deuxième phénomène est la fonte des glaciers et des calottes polaires. Si nos émissions de gaz à effet de serre poursuivent la trajectoire actuelle, la hausse du niveau des mers d'ici 2100 sera comprise entre plus 50 cm à plus 1 mètre. Entre 2006 et 2015, l'Arctique et surtout le Groenland a perdu en moyenne chaque année près de 280 milliards de tonnes de glace.
l'équivalent de 0,77 mm de hausse du niveau des mers par an. Pendant la même période, l'Antarctique a perdu en moyenne 155 milliards de tonnes de glace, donc c'est-à-dire 0,43 mm d'élévation par an, donc un petit peu moins que l'Arctique. Les chercheurs se demandent aujourd'hui quand la fonte de l'Antarctique, qui est un réservoir de glace bien plus important que le Groenland, deviendra le principal responsable de la hausse du niveau des mers. Prenons un peu de recul. Quel est le point commun entre l'Antarctique et l'espace? Ce sont deux zones aux conditions extrêmes, initialement non habitées par l'homme, qui font l'objet d'une juridiction internationale particulière. On parle parfois de nouveaux espaces. L'enjeu qui se pose depuis que l'Antarctique et l'espace sont accessibles est d'y encadrer le développement d'activités, l'exploitation de ressources ou bien les revendications de souveraineté. Si on revient à l'échelle de l'Antarctique, un des enjeux de recherche en sciences sociales aujourd'hui est d'étudier la cohabitation entre les différents états présents sur zone, mais également entre les différents types d'activités scientifiques, touristiques, logistiques. Depuis la signature du traité sur l'Antarctique et des différents protocoles qui sont venus le compléter, la zone australe est exclusivement réservée à l'activité scientifique. Mais aujourd'hui, les choses changent avec les nombreux acteurs présents sur place. Les enjeux de gouvernance se complexifient avec la prise en compte d'intérêts multiples et pas forcément compatibles. L'objectif est d'étudier comment les enjeux de gouvernance impactent la cohabitation entre les différents acteurs présents sur les bases antarctiques. Depuis la découverte de l'Antarctique en 1819, de nombreux pays ont participé à son exploration. Et exploration a souvent impliqué revendication de souveraineté. Les premiers pays à avoir revendiqué des portions de territoire sont le Royaume-Uni, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Norvège. À cette liste s'ajoutent le Chili et l'Argentine. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Antarctique devient un lieu stratégique, surtout dans le contexte de la guerre froide. Pour établir une gouvernance internationale des territoires sous le 60e parallèle, un traité est signé à Washington en 1959, le fameux traité sur l'Antarctique. Le traité a pour objectif de réglementer les relations entre États signataires et s'assurer que le continent, je cite, soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux. Toute activité à caractère militaire est proscrite. Pour renforcer la coopération internationale en matière de recherche scientifique, le traité insiste sur l'échange des données récoltées pour, je cite, assurer l'économie des moyens et le rendement des opérations. Aujourd'hui, 54 pays ont ratifié le traité. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on autant à l'Antarctique? Est-ce par simple désir de faire progresser la science? Eh bien, pas uniquement. L'Antarctique est aussi un continent qui abrite de nombreuses ressources. Des ressources biologiques, comme les ressources liées à la pêche, mais également des ressources comme les hydrocarbures, donc le pétrole, le gaz ou les minerais précieux. On estime qu'il y a de grandes réserves de gaz en mer de Ross et de pétrole en mer d'Orost, de Wendell et d'Amundsen. Bien qu'il y ait beaucoup d'incertitudes sur ces chiffres et que les coûts d'extraction soient très élevés, de nombreux États ont déjà manifesté leur intérêt pour ces ressources. Pour renforcer la protection de l'environnement, est signé à Madrid en 1991 le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, ou plus communément appelé protocole de Madrid. Il établit notamment que l'Antarctique est une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, et interdit toutes les activités relatives à l'extraction des ressources minérales. On pourrait se dire que tout va bien, l'Antarctique est protégée et restera une terre de paix et de science. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toute modification du protocole doit se faire à l'unanimité. Le souci, c'est que l'article 25 du protocole de Madrid stipule qu'après une période de 50 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur, ce qui nous amène en 2048, le protocole peut être modifié avec une approbation de 75% des membres éligibles, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent attester d'une présence scientifique sur place. Et bien sûr, des pays comme la Russie et la Chine ont déjà manifesté leur intérêt pour certaines ressources du continent. Il est donc possible que le protocole soit renégocié en faveur de l'exploitation des ressources à compter de cette date. Et c'est bien en anticipant ces futures négociations que des pays essayent de renforcer leur présence sur place, par la construction de bases scientifiques ou par l'installation de structures d'accueil pour le tourisme. Affaire à suivre. L'Antarctique est une des régions du monde les plus emblématiques de la recherche sur le climat. Les conditions y sont extrêmes, et c'est en coopérant que les scientifiques parviennent à étudier le continent. De très nombreuses questions essentielles pour le futur de la planète restent sans réponse et nécessitent la poursuite des activités de recherche. Aujourd'hui encore, la présence scientifique sur place reste un défi technique et humain. Cette présence est extrêmement réglementée pour limiter l'impact de la recherche sur les écosystèmes.